大家好，我是小满。今天我们来看一段法国南方电台 SAD Radio 的深度时政访谈。视频中，法国知名中国问题专家、理解中西方关系作者洛朗·米什龙与主持人展开了硬核对话。他们探讨的核心正是欧洲汽车工业在面对中国新能源巨无霸时的集体焦虑。面对中国车企的强势崛起，欧盟是选择掩耳盗铃地挥舞关税大棒，还是放下身段寻求合作？欧洲人一直标榜的自由贸易又是如何沦为大型双标现场的？点个关注，让我们一起揭开西方政客虚伪的面纱，听听清醒的法国学者是如何痛批欧盟的。L'industrie automobile européenne fait face aux mastodontes chinois, en particulier sur le marché des voitures électriques. Mais l'Union européenne fait-elle le bon choix en faisant de la Chine son principal adversaire et à quel prix? On en parle avec Laurent Michelon, spécialiste de la Chine, auteur de Comprendre la relation Chine-Occident. Bonjour Laurent Michelon. Bonjour Maud et bonjour Monsieur Légas. Bonjour Laurent Michelon, merci d'être en direct avec nous sur Sud Radio. Comme le disait Alain Perfit dans un livre célèbre, la Chine s'est éveillée et nous tremblons. Il avait vu juste. Un temps on parlait du péril jaune, vous savez, et là évidemment nous sommes tous, je veux dire, la Chine est devenue, j'allais dire, elle a un peu le dos large. Je suppose que ça pose des problèmes, mais bon, c'est quand même une grande puissance. Nous avons des hommes politiques comme Jean-Pierre Raffarin qui sont quand même assez sensible aux liens avec la Chine et on a une histoire ancienne. Est-ce qu'on en fait un peu trop? Est-ce que il y a des problèmes réels de concurrence un peu déloyale, voilà, de lobby, j'allais dire de dérégulation qui favorise le marché chinois? Est-ce que pour autant il ne faut voir que la côté noir de la force dans les relations entre la Chine et l'Occident, ou est-ce qu'il y a quelques fenêtres où on peut ouvrir avec un peu de lumière? Non, il faut, je pense, faire comme les industriels français, en fait, qui, eux, sont tout à fait ouverts à la coopération avec la Chine. C'est l'Union européenne qui a décidé de suivre les États-Unis et de devenir, en fait, un ennemi, de désigner la Chine comme étant un ennemi ou un rival systémique ou des choses comme ça. Mais si vous regardez les grands industriels, qu'ils soient allemands, qu'ils soient français, qu'ils soient espagnols, eux souhaitent au contraire développer leur coopération avec leur société en joint venture qu'ils ont en Chine, parce qu'ils ont réalisé que la Chine est vraiment partie devant en termes d'innovation, en termes de processus de production, en termes de nouveaux matériaux, en termes de techniques de vente également. Et donc nos sociétés françaises, que ce soit Stellantis, que ce soit PSA, que ce soit d'autres marques, ont l'intention de travailler, que ce soit Renault également, ont l'intention de travailler avec la Chine, mais c'est l'Union européenne qui met des bâtons dans les roues, parce que l'objectif, pour l'instant encore inavoué de l'Union européenne, c'est de tordre le bras à la Chine pour que ce soit elle qui soit à la tête de la réindustrialisation du continent européen. Il faut savoir que tout ce qu'on reproche à la Chine, c'est finalement le résultat de 40 à 50 ans de désindustrialisation. Ce n'est pas les Chinois qui sont venus nous piquer nos usines, c'est nous qui les avons exportés pour des histoires de pollution, de coût du travail. Et là maintenant, les Chinois sont vraiment partis devant. Et même malgré, on va dire, l'animosité de l'Union européenne, on voit qu'il y a un nombre grandissant de sociétés chinoises qui vendent sur le territoire européen, mais pas seulement vendre, mais elles ouvrent également des usines ou des joint ventures avec des sociétés françaises. Vous convenez que là-dessus, par rapport à nous, Européens, qui sommes soumis à des règles de la Commission qui sont absolument démentielles, d'un libéralisme brutal, eux, c'est un dirigisme brutal, vous comprenez quelquefois que les deux économies ne soient pas en phase. Là aussi, il y a peut-être un problème d'adaptation et d'équilibre à établir à un moment donné. Alors, première chose, c'est les Chinois, en fait, on peut être fier en tant que Français, les Chinois se sont inspirés du système français, du colbertisme ancien, mais même dans les années 50 aux années 80, l'économie française était très dirigiste, on avait également une économie planifiée, donc les Chinois n'ont pas inventé la roue, ils ont en fait adapté des solutions qu'ils ont trouvées efficaces, notamment en France. Donc ça, c'est la première chose. Donc déjà, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que nous, on a abandonné ce système-là d'économie planifiée, même s'il s'agit on n'était pas communistes. Laurent Michelon, la planification, c'est formidable. Le général de Gaulle l'a appliqué. La France était une puissance qui se portait bien parce qu'on planifiait, on avait de la vision et des projets. Et là-dessus, on se réjouit que la Chine ait fait la même chose. Là, je parle le déséquilibre des chances de concurrence déloyale entre une économie assistée où l'État peut intervenir et des économies où l'État a interdiction d'intervenir. Alors, pour moi, c'est la question des subventions, notamment, qu'on reproche systématiquement à la Chine. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que toutes les sociétés qui font des véhicules électriques en Chine, que ce soit des sociétés chinoises ou européennes ou américaines, ont droit aux subventions
du gouvernement chinois ou du gouvernement local. Il faut savoir que Tesla, pendant plus d'une décennie, a été le deuxième plus grand bénéficiaire des subventions du gouvernement chinois. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut savoir que nous, en Europe, c'est totalement hypocrite de dire la Chine donne des subventions. Il n'y a qu'à regarder des exemples, même en France ou en Allemagne, où quand ce sont des industries qui nous intéressent, des industries stratégiques, nous subventionnons massivement. Je vais te prendre l'exemple des semi-conducteurs. L'Union européenne, associée au gouvernement fédéral allemand, a débloqué plus de 11 milliards d'euros de subventions pour la société taïwanaise TSMC pour ouvrir une usine à Dresde de semi-conducteurs. On a fait exactement la même chose en France. Nous, on est en train, avec une société taïwanaise, vraiment une petite société niche qui est déjà dépassée en termes de technologie, mais on est en train d'ouvrir une gigafactory dans les Hauts-de-France. Le gouvernement français a mis 1,5 milliard d'euros sur la table pour faire venir ce projet. C'est 30% du prix du projet total. Donc quand ça nous intéresse, il n'y a pas de problème pour les subventions. Et quand c'est les Chinois qui subventionnent leur industrie, on leur met ça et en fait on leur oppose ça pour en fait justifier l'imposition de tarifs douaniers de 45%, de prix plancher. En fait, on devient une économie. On va dire, c'est-à-dire le libre-échange est complètement passé par la fenêtre en Union européenne. C'était en fait un slogan. Quand on était, nous, en phase d'expansion, de conquête des marchés, on parlait que du libre-échange. Et à partir du moment où des marques chinoises deviennent compétitives, voire plus attractives que les nôtres, et bien là, on ferme le marché avec des droits de douane, avec des lois environnementales, des lois sur le travail, et des choses comme ça. Donc il y a une grosse hypocrisie. Soit on interdit les subventions pour tout le monde, soit on accepte que la Chine le fasse comme nous le faisons en Europe. Ça, c'est un aspect du problème, et j'en conviens. Pour autant, vous savez que nous avons sacrifié notre industrie de production de panneaux solaires parce que les Allemands voulaient avoir de bonnes relations sur les rapports automobiles, les échanges automobiles avec la Chine, et ils nous ont dit en gros, laissons tomber les panneaux solaires, laissons-les aux Chinois, ça va les rassurer, en échange de quoi ils achèteront des voitures, en particulier des Mercedes et des Volkswagen, pas forcément des Renault et des Peugeot. Là, il y a eu mal donne, vous êtes d'accord sur ce dossier-là? Tout à fait, mais ça c'est un problème sur la relation franco-allemande, où justement quand on parle d'Union européenne et de politique européenne, si vous regardez sur le terrain en Chine, il n'y a absolument aucune coopération européenne. Les entreprises allemandes sont en concurrence féroce avec les entreprises françaises et espagnoles et italiennes. Il n'y a aucune cohésion européenne à l'étranger. C'est une lutte à mort pour les marchés. Et on connaît l'appétence des Allemands pour utiliser l'Union européenne dans les discours, mais dans les faits, il faut que ce soit uniquement à leur bénéfice. Et ça, c'est pas juste l'industrie du véhicule électrique, c'est également l'aéronautique et c'est également le nucléaire. Voilà. Donc à nous de mieux gérer la relation avec les Allemands. Essayons de très clair pour les gens qui nous écoutent. Quelle est aujourd'hui la solution? Est-ce que c'est du côté des institutions européennes? Est-ce que c'est du côté du gouvernement chinois? Est-ce qu'on peut se mettre autour d'une table tous ensemble, discuter des avantages et des inconvénients, savoir quels sont les accords que l'on peut tirer d'une telle réunion, d'une telle cohésion, de consensus que l'on fait, où chacun puisse sortir gagnant? Là, aujourd'hui, on sent qu'il y a des équilibres. Un coup, c'est l'un, un coup, c'est l'autre. La Chine sort quand même plutôt gagnante de ces échanges parce que les législations sont pas les mêmes, les réglementations sont pas les mêmes. Est-ce que vous pensez qu'en Chine, il y a des gens qui attendent, qui seraient d'accord au niveau gouvernemental, au niveau de l'État, et chez nous, en Europe, des gens qui seraient d'accord pour se mettre autour de la table? Je pense que vous êtes bien placé pour le savoir parce que vous allez travailler sur le sujet. Est-ce qu'on pourra arriver un jour à un modus vivendi économique et social avec la Chine? Absolument, et la Chine a déjà démontré sa bonne volonté. Le problème, c'est qu'elle ne le fait pas avec la France. Et c'est la question qu'il faut se poser. C'est pourquoi est-ce que les grandes marques chinoises ouvrent des usines en Pologne, en Hongrie et en Espagne? L'Espagne est en train de tout rafler, aussi bien sur les batteries, les voitures électriques, les taxis volants, et ça c'est une volonté politique. Sanchez est en Chine tous les ans, une fois par an, et lui, contrairement à Macron, il fait pas des déclarations amicales quand il est à Pékin, et puis rentrer à Paris où il leur met des coups de couteau dans le dos en soutenant l'Union européenne. Il faut savoir que Huawei, par exemple, voulait ouvrir une usine. La première usine étrangère à l'étranger de Huawei devait être dans l'est de la France. Ils ont investi plus de 200 millions d'euros. Le gouvernement français a fait volte-face pour soutenir l'Union européenne qui est évidemment contre Huawei, ZTE et des choses comme ça. Donc on a vraiment un gouvernement il y a des luttes en fait de pouvoir au sein du gouvernement français, il y a des gens au sein du gouvernement, du ministère de l'économie qui sont tout à fait sensés, qui octroient des subventions à Huawei, et derrière on a le Premier ministre et le président qui, de par leur proximité avec l'Union européenne, font capoter ces projets. Donc les Chinois ont déjà fait preuve de bonne volonté avec plusieurs pays européens, ça marche très bien.
Mais ça marche pas avec la France. C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on pourra obtenir un jour, car le problème a toujours été fournir du matériel, c'est une chose, avoir le brevet. Longtemps, les Chinois nous ont dit, on vous achète tel produit de l'aviation, mais on aimerait bien avoir le brevet avec la possibilité d'exploiter dans 10 ou 15 ou 20 ans. Est-ce qu'il pourrait être envisageable, puisque nous apportons des technologies, il s'avère qu'ils nous ont devancé, c'est eux qui inventent et nous qui copions. Est-ce que la Chine est prête aujourd'hui à nous fournir de la technologie, enfin des produits finis, mais accorder que nous puissions nous aussi utiliser de ces brevets et de ces techniques à notre profit? Bien sûr, et ça c'est quelque chose de tout à fait juste et on va dire équitable. La Chine est prête à délocaliser une partie de ses productions et faire des transferts de technologie, mais elle ne le fera pas la même erreur que l'Occident a fait avec un nombre de produits d'industrie stratégique qui ne seraient pas autorisés à faire des transferts de technologie. Mais j'ai regardé la liste est assez compacte, elle est en réduction, mais il y a quelques champs comme ça où la Chine ne fera pas l'erreur de délocaliser et en fait d'engraisser et de renforcer son adversaire. Voilà. Mais ça ne veut pas dire zéro. Entre 0 et 100, il y aura un juste milieu à trouver. Vous l'expliquez d'ailleurs dans Comprendre les relations Chine-Occident, vous décryptez assez clairement les enjeux et vous mettez les choses à plat. Tout ce que je vous souhaite, Laurent Michelon, c'est d'écrire le 2e tome. La Chine s'est éveillée, le monde ne tremble pas. C'est ce que vous souhaitez ardemment. Ça sera pas simple, on est bien d'accord. Il y a de tels intérêts financiers. Vous pensez que la volonté politique y est quand même de la part de l'Europe et de la part de la Chine, un jour d'aboutir à des relations assainies? Je peux dire que du côté de la Chine, la bonne volonté est évidente. Du côté de la France, j'ai pas de doute non plus. Le problème, c'est le boulet qu'on est en train de porter sur le dos, qui est l'Union européenne, qui nous empêche, et vraiment l'empêcheur de tourner en rond. Donc on aurait une vraie bonne Europe qui fonctionne la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Peut-être que les choses se passeraient mieux. À nous à faire le ménage chez nous, si je comprends bien. 看完这段访谈，最让人感慨的是西方精英层心态的被迫转变。过去，他们总以居高临下的姿态俯视中国。甚至荒谬地炒作黄祸论，而如今，面对中国在新能源领域的遥遥领先，以洛朗为代表的欧洲清醒派学者不得不承认，攻守之势异也。他们从最初的傲慢与偏见，转变为如今的无奈反思，甚至开始自嘲欧洲正退化为一个靠贸易保护主义续命的封闭经济体。这种心态的落差不可谓不大。整体来看，专家的发言扯下了西方自由贸易的最后一块遮羞布。当欧美企业占据绝对优势时，他们满嘴都是自由市场与契约精神。可当中国企业凭借技术创新和产业链优势实现弯道超车，甚至产品更香时，他们便气急败坏地撕毁规则，一边对自家产业疯狂违规补贴，一边对中国滥用关税与制裁。这种掩耳盗铃的双标操作，恰恰暴露出欧洲在吞下40-50年去工业化苦果后的无能与心虚。打铁还需自身硬，中国新能源产业走向世界，靠的不是闭门造车，而是几代人稳扎稳打的技术迭代与体制优势。历史的车轮滚滚向前，靠筑起小院高墙，注定挡不住中国制造的洪流。正如视频最后所传递的，面对百年未有之大变局，西方唯一的出路就是放下意识形态的傲慢，与中国平心静气地寻找互利共赢的平衡点。因为中国这头东方睡狮早已醒来，而旧的世界秩序必将随之重塑。